Contrairement à notre époque actuelle où les généraux et les dirigeants observent en toute sécurité de loin pendant que des soldats ordinaires font la guerre à leur place, de nombreux rois médiévaux revêtaient une armure, prenaient une épée et se tenaient côte à côte avec leurs hommes au cœur de la bataille. Au Moyen-Âge, les rois qui refusaient de se battre perdaient facilement le respect de leur peuple. Chaque grand roi médiéval était aussi un grand guerrier, un chevalier à part entière qui pouvait inspirer courage et force à ses hommes en chevauchant avec eux au combat. Aujourd'hui, dans Real Crusades History, nous allons présenter 5 des plus grands rois guerriers du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire d'environ 1050 à 1250. Numéro 5. Guillaume le Conquérant. Guillaume Ier d'Angleterre reste une figure controversée. Sa conquête brutale de l'Angleterre a suscité de nombreuses critiques. Pour parler de la royauté médiévale, il faut évoquer Guillaume le Conquérant, dont la carrière a contribué à jeter les bases mêmes de l'institution monarchique au Haut Moyen-Âge. Le père de Guillaume, le duc de Normandie, est mort jeune. Guillaume n'a gardé son héritage que grâce à sa redoutable efficacité. Mais avant de conquérir l'Angleterre, Guillaume était déjà l'un des plus grands souverains d'Europe. En 1060, Guillaume commandait une armée de chevaliers plus nombreuse que tout autre souverain à l'ouest du Rhin, même le roi de France. Un élément clé du pouvoir de Guillaume était son mécénat des grands monastères normands, qui favorisait l'apprentissage et produisait des administrateurs compétents ainsi que des richesses pour financer les armées. Le projet de Guillaume de conquérir l'Angleterre était pour le moins irréaliste et aurait dû échouer, mais le duc normand avait les moyens de l'État nécessaires pour le mettre en œuvre, et sa compétence attirait des alliés de toute la France. Enfin, sur le champ de bataille d'Hastings, le duc Guillaume et ses Normands affrontèrent la puissante infanterie anglo-saxonne armée de haches. Au final, la charge des Normands remporta la victoire, Guillaume lui-même menant ses chevaliers lorsqu'ils brisèrent les initialines ennemis. Guillaume devint roi d'Angleterre et la date de 1066 résonnerait à travers les siècles. À une époque où le pouvoir des rois s'était en grande partie effondré, Guillaume le Conquérant a consolidé l'un des premiers États féodaux puissants, contribuant à jeter les bases des triomphes politiques du Haut Moyen-Âge. Les victoires audacieuses de Guillaume sur le champ de bataille rivalisaient avec ses talents d'homme d'État. Numéro 4. Alphonse Ier du Portugal. Alphonse a transformé ses terres d'un comté en un royaume, devenant ainsi le premier roi du Portugal. Au cours de sa carrière, il a doublé la taille de son territoire en combattant les Maures dans le sud. Ainsi, il est une figure clé de la reconquista chrétienne de la péninsule ibérique. Alphonse était le fils de Henri de Bourgogne, un noble français, et de Thérèse, comtesse du Portugal, fille du roi Alphonse VI de Léon-Castille. Dès le début de son règne, il forma une alliance solide avec les chevaliers du Temple, dont la mission de combattre les ennemis de la chrétienté correspondait à ses propres objectifs dans la Reconquista. Alphonse accorda de nombreux châteaux aux Templiers et devint même membre associé de leur confrérie. En 1139, la frontière sud du Portugal fut attaquée par les Almoravides, la dynastie guerrière berbère qui dominait les régions musulmanes de l'Espagne. Alphonse répondit en rassemblant ses chevaliers et en marchant vers le sud, où il rencontra une force almoravide énorme près du Rissé. Bien qu'en infériorité numérique, Alphonse et ses hommes écrasèrent les divisions almoravides, remportant l'une des plus grandes victoires de l'histoire de la Reconquista. Dans les années 1140, Alphonse s'emparait d'un territoire considérable aux dépens des Almoravides, culminant avec sa croisade pour prendre Lisbonne, qui devint la capitale du Portugal. En plus de son génie en tant que général, Alphonse a également cultivé la vie culturelle et spirituelle de son royaume. Il est le bâtisseur du monastère d'Alcobaça, où il invita l'ordre cistercien, promu par son compatriote bourguignon Bernard de Clairvaux, renforçant ainsi les liens du Portugal avec l'épanouissement monastique de la France. Fondateur du Portugal, allié des Templiers et marteau des Almoravides, Afonso, appelé le Conquérant par les historiens, est véritablement l'un des monarques les plus remarquables du Haut Moyen-Âge. Numéro 3.
Baudouin IV, le roi lépreux de Jérusalem. C'est une chose d'être un grand roi en étant en bonne santé, mais Baudouin IV, le roi croisé de Jérusalem, a accompli des exploits incroyables tout en souffrant de la maladie débilitante de la lèpre. Son royaume était entouré par les terres de Saladin, le puissant sultan d'Égypte et de Syrie, qui était déterminé à anéantir la présence croisée en Terre Sainte. Bien que Saladin puisse rassembler des armées bien plus nombreuses que celles de Baudouin, le roi lépreux a tenu tête au sultan à maintes reprises. Et tant que Baudouin vivait, Saladin était impuissant à s'emparer de Jérusalem. La lèpre de Baudouin fut détectée dans sa jeunesse par son précepteur Guillaume de Tyr. La nouvelle fut dévastatrice pour le père du garçon, le roi Amaury, et pour le royaume en général. Amaury mourut jeune, et Baudouin fut couronné roi alors qu'il n'avait que 13 ans. À ce moment-là, Saladin avait déjà conquis tous les grands territoires musulmans entourant le royaume croisé, y compris l'Égypte, immensément riche, qui à elle seule fournissait au sultan une multitude de troupes. En 1177, Baudouin avait 16 ans lorsque Saladin lança une invasion massive du sud du royaume de Jérusalem. Bien que la majeure partie des forces croisées se trouvait alors au nord, Baudouin rassembla une petite armée, comprenant un contingent de Templiers, et lança une contre-attaque. Lors de la bataille de Montgisard, Baudouin et ses chevaliers mirent en déroute les forces de Saladin, pourtant bien supérieures en nombre. Le sultan lui-même faillit être tué et dut fuir pour sauver sa vie sur un chameau lancé au galop. Tout au long de son règne, Baudouin s'assura qu'une armée croisée fasse face à chaque attaque de Saladin. En 1183, lorsque Saladin assiégea la forteresse de Kérak, Baudouin mena ses troupes à la rescousse et Saladin se retira. Baudouin mourut à l'âge de 24 ans, désormais aveugle et gravement affaibli par la lèpre. Malgré ses souffrances, il avait été un roi guerrier de premier ordre, qui avait tenu tête à un adversaire bien plus puissant. Ce n'est qu'après la mort de Baudouin que Saladin parvint à remporter ses grandes victoires contre Jérusalem. Numéro 2. Ferdinand le III de Léon et de Castille, canonisé comme saint en 1671 par le pape Clément le X, fut l'un des rois les plus accomplis de l'époque médiévale. Il a assuré l'union permanente de Léon et de Castille, et il a réalisé la conquête la plus vaste des territoires morts de toute l'histoire de la Reconquista espagnole. Fernando était un roi dévoué à son peuple. Il veillait à ne pas trop taxer ses sujets. Il disait d'ailleurs craindre la malédiction d'une pauvre veuve bien plus qu'une grande armée de Sarrasins. Le grand-père de Fernando, Alfonso le VIII, fut l'un des principaux chefs chrétiens à la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212. Cette victoire a brisé la puissance des Almoravides, qui dominaient alors les régions musulmanes de l'Espagne. Fernando a vigoureusement exploité cet avantage. Entre 1228 et 1248, le roi a mené la campagne de Reconquista la plus vaste de l'histoire, la majorité des anciennes places fortes morts tombant entre ses mains une à une. De façon spectaculaire, Fernando s'est emparé de l'ancienne capitale Maure de Cordoue en 1236, après qu'un groupe de ses chevaliers ait pénétré dans la ville lors d'une attaque surprise. Le roi s'est précipité pour intensifier le siège, qui s'est terminé avec lui assis sur l'ancien trône des califes. Au cours de la décennie suivante, Fernando s'emparera de Séville, un autre bastion maure emblématique. À sa mort en 1252, le roi avait considérablement étendu son territoire et réduit les Maures à une mince bande au sud-est, centrée autour de Grenade. Numéro 1. Richard Cœur de Lion. Richard Ier d'Angleterre était le fils d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II d'Angleterre. Il était adolescent lorsque son père plaça l'armée d'Aquitaine sous son commandement, avec l'ordre de soumettre les barons rebelles. À ce stade précoce, Richard dépassa les attentes de son père. À la mort de son père en 1189, Richard hérita de l'Angleterre et d'environ la moitié de ce qui constitue aujourd'hui la France. Aussitôt, Richard s'engagea dans une croisade pour aider le royaume de Jérusalem, récemment conquis par le sultan Saladin.
Un mois après son arrivée en Terre Sainte, Acre, le port palestinien le plus important, tomba entre les mains de Richard. Lors de la bataille d'Arsouf en 1191, l'armée parfaitement organisée de Richard résista aux attaques incessantes des forces plus nombreuses de Saladin, et Richard mena plusieurs charges de cavalerie qui brisèrent les lignes de Saladin. En 1192, l'armée de Saladin submergea la garnison chrétienne qui tenait Jaffa. Richard répondit en prenant d'assaut la plage de Jaffa et en repoussant les forces de Saladin. À l'intérieur même de Jaffa, Richard combattit aux côtés de ses hommes, nettoyant la ville des troupes de Saladin. Une contre-attaque de Saladin fut alors sévèrement vaincue par Richard et Jaffa fut sécurisée. Les victoires de Richard sur Saladin ont rétabli la domination chrétienne sur la côte palestinienne et ont empêché Saladin de mettre à exécution son plan visant à éliminer la présence croisée en Terre Sainte. L'historien John Gillingham affirme que la réputation de Richard en tant que roi était très bonne auprès de ses contemporains. Gillingham décrit également Richard comme un excellent administrateur qui connaissait la valeur politique, diplomatique et militaire de la générosité. L'historien J.F. Verbruggen affirme que Richard se souciait du bien-être personnel de ses hommes. Il veillait à subvenir correctement à leurs besoins, n'autorisait pas de marches déraisonnablement longues, imposait une discipline stricte pour protéger toute la colonne en marche, supervisait personnellement l'exécution des ordres et en même temps était prêt à toute éventualité imprévue. Le chroniqueur musulman Ibn al-Athir affirme que le courage, la sagacité, l'énergie et la patience de Richard faisaient de lui l'homme le plus remarquable de son époque. Richard était un administrateur brillant dont la compétence a assuré l'intégrité des territoires angevins de son vivant. Sa mort prématurée en 1199 fut une catastrophe pour l'Empire angevin, car son successeur, son frère Jean, était faible et incompétent. John Gillingham écrit « Loin d'être l'un des pires rois à avoir jamais occupé le trône d'Angleterre, Richard fut en réalité l'un des plus capables.